Sénèques qui sont là au collège du travail. Parce que le clandoma est devenu notre métier au Tchad. On n'a plus de boulot après les études. Alors voilà, on devient clandoma. Je suis licencié en philosophie. Voilà, je suis devenu clandoma. Je ne sais pas, peut-être dans les autres pays, c'est mieux, je ne sais pas. Mais dans mon pays, c'est un peu compliqué. Les licenciés, les maîtrisants, ils deviennent des clandomas. Tout le monde ici, c'est des licenciés. C'est pas peut-être avec le temps, le gouvernement de la transition va peut-être nous trouver une solution. Sinon, c'est vraiment vu l'allure des choses qui se passent, qui se passent. On passe la journée là, boire du goudron pendant toute une journée. Mais c'est un peu compliqué, même juste pour trouver un 5 000 francs, prendre en charge, c'est un problème. C'est pas. Est-ce que ça va changer? Oui, ça ne va pas changer. Parce que vu la vie où les choses fonctionnent, peut-être on va rester des clandomans jusqu'à pendant des années, on ne sait pas. Donc, il y a beaucoup de points d'interrogation en fait. Voilà, monsieur, qu'est-ce que vous dites, vous pouvez lancer comme le cri d'alarme aux autorités de transition en place en ce moment? Bon, le cri d'alarme, peut-être c'est pour leur demander de créer des emplois jeunes. Parce que là, aujourd'hui, ça ne tient pas carrément. C'est des intellectuels licenciés, quelqu'un étudie, il a des cerveaux, il a des choses à faire, il a beaucoup de choses à peut-être qu'il pourrait exploiter pour avancer ces pays. Mais s'il devient clandomane, comment on pourrait vraiment cette situation? Parce que c'est la connaissance qui nous permettra de développer ces pays. Si on étudie après les études, on devient des clandomanes, cela veut dire que c'est vraiment lamentable. Moi, ce que moi je demande à l'autorité de la transition, c'est de créer des emplois aux jeunes. C'est l'emploi qu'on veut. Qu'est-ce qu'on a besoin de? C'est l'emploi. S'il y a des petits groupes. Je pense, ok, on va continuer avec l'autre vidéo là. Attaquer à Garde, c'est encore mieux. Mais depuis que Mamadou a réuni ces deux groupes de filles là, ils ont tout fait. Le gouvernement d'Union nationale. Gouvernement d'Union nationale. Union nationale ou Union civile. Moi, je peux dire que Mamadou c'est un enfant. Moi-même, là où je suis son grand frère. Il peut balayer ces deux comme ceux qu'on les appelle les premiers de la justice. C'est Dieu-là. Il ne sait pas. Il faut dire que avec ces jeunes. Moi, je suis son grand frère. Si je suis à la place de ces gens, à la place de Mamadou, je vais tout renvoyer ces gens-là. Parce que c'est eux qui ont conduit Mamadou en erreur. Un enfant qui a des visions, qui a des choses à réaliser. Mais vraiment, je m'énerve contre ces deux-là. On est donné de bons conseils. Voilà, tu es notre mais on est là à contre cette bonne chose. Et voilà, c'est un enfant, il ne connaît rien. Si c'est de bonnes choses, de bonne moralité, il doit de faire partie. Il faut même renvoyer le français. Parce que c'est moi, c'est ce process de la mort. Si Mamadou peut faire la paix avec la jeunesse, comme le capitaine Naourou, comme le colonel de Mali, il peut avoir tous ces jeunesses politiques de lui. Mais ces vieux qui ont mangé, même ils sont fatigués, ils sont là, ils mangent ici, ils sont fatigués comme les premiers ministres. Ouais, je m'énerve. Moi, je veux rencontrer
Quand il était arrivé, il a dit que hasa ale na chokoti daula kina na hasa ale ndagaya shake dora da kila mgari ki vacances école kama ya sadara shule na kudi hasa ale na komoro kula mana mdo shule gari me travail la dori sere la la so travail ja la na komoro ni to yamsi bon comme consili loi ki bakawa travail passer gari yala na école kama école sadara gari vacances no se baru je vous remercie. Ok. Ok, donc là, c'était les témoignages des citoyens tchadiens au Tchad. Anthony, est-ce que tu peux nous parler de plus sur ces vidéos-là? Merci, Edoutier Média. J'ai quelque chose à dire à propos des cris que vous venez d'écouter de ces jeunes. Vous avez écouté ces jeunes landomanes qui sont en train de pleurer leur sort. Même si le volume fait défaut, c'est que vous avez quand même capté de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'ils voulaient dire à travers les signes, les gestes qu'ils sont en train de dire. On espère que prochainement, on va améliorer tout le volume pour que l'auditoire puisse écouter aussi de la manière la plus aisée. Sinon, ces jeunes sont en train de se plaindre par rapport à la situation de chômage au Tchad. Vous savez, c'est une situation très criarde, hein, parce que le chômage au Tchad, on se dit, mais c'est vraiment paradoxal, parce que l'État forme des jeunes, hein, l'État investit beaucoup d'argent dans la formation de jeunes, et après, ces jeunes-là se retrouvent au quartier, hein, se retrouvent à la maison. Vous voyez, ce sont des jeunes intellectuels, il y a des maîtrisards, des licenciés, même des docteurs. Ce que vous voyez, ce sont des enseignants qui ont été formés, mais se lancent aujourd'hui dans le métier de clandomane, du transport, moto-taxi, pour subvenir juste à leur famille. Et c'est vraiment lamentable. C'est des talents que l'État est en train de perdre comme ça. Des jeunes qui viennent fraîchement de finir, qui se retrouvent dans les rues pour faire des petits business, hein, pour juste survivre. Et c'est ce qui est dommage pour le gouvernement tchadien et pour l'État tchadien. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, sur des antennes partout dans les médias, il y a des postes de responsabilité qui sont donnés aux analphabètes. Il y a des gens qui ont aperçu l'école de loin, qui sont en train de diriger certaines unités administratives. Et les jeunes intellectuels, les jeunes qui ont été formés se retrouvent au quartier. Ça, on ne pourra à grand jamais, hein, parler du développement d'un pays si l'État doit continuer ainsi à abandonner des gens qu'il a investi lui-même de moyens colossaux pour leur formation. Voilà un peu. Je voudrais mentionner quelque chose. Comme j'ai toujours maintenu que l'État ne serait pas toujours là pour employer les gens. Je pense que c'est ridicule d'expecter l'État d'employer tout le monde. D'accord? Les gens doivent aller dans les domaines privés s'il n'y a pas des opportunités d'intégration. S'il n'y a pas d'autres activités, ils doivent aller dans les domaines privés. Moi, je ne vois pas l'inconvénient. Oui, justement, on ne parle pas d'un langage différent, parce que le problème, c'est, vous savez que l'État, c'est une personne morale. L'État a des moyens, il est capable même de créer des emplois.
on ne parle pas seulement en termes de la fonction publique. La fonction publique ne peut pas englober tous les jeunes, c'est vrai. Mais quand l'État, dans la politique d'emploi, parce qu'il faudrait, dans chaque État à travers ce monde, il y a la politique d'emploi. L'État sait que la fonction publique est saturée, peut créer des emplois privés. Il peut même négocier avec les organisations non gouvernementales pour permettre d'embaucher les jeunes qui ont des talents, des jeunes qui viennent de finir. Regardons l'exemple au Tchad. Si vous prenez par exemple des expatriés qui viennent travailler ici au Tchad, ils sont combien? Ce n'est pas ces main-d'œuvre qui manquent. C'est ces techniciens qui manquent ici au pays. Vous voyez? Donc, l'État déjà peut procéder à certaines négociations avec les organisations non gouvernementales qui viennent s'installer, des grandes entreprises qui viennent s'installer, par exemple, au pays. Il peut faire cette politique d'emploi pour pouvoir permettre à ces jeunes-là d'être employés. Et il y a aussi cette politique d'employabilité qui consiste à faciliter la création d'emplois, même par les jeunes qui ont été formés. Aujourd'hui, vous, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais pour créer un emploi, pour créer une entreprise au pays, mais c'est un parcours de combattant. Il faut du chevet de la tête pour qu'une entreprise soit créée. Toutes les formalités administratives de très longue durée, il y a des frais, des dossiers que vous allez peut-être être découragé plus tard. L'État ne facilite pas la création d'emplois aux jeunes. Parce qu'il y a des jeunes qui ont l'idée de créativité, mais n'arrivent pas à s'épanouir dans ce sens. Parce que tout est bloqué et c'est difficile pour ces jeunes-là de créer quelque chose d'important pour leur survie. Voilà un peu les difficultés au niveau intérieur que ces jeunes-là ressentent. Je pense que les départements qui sont concernés devraient faciliter l'entrepreneurship, n'est-ce pas? Si les jeunes veulent être des entrepreneurs, ils devraient avoir les outils nécessaires pour faciliter, pour atteindre cet objectif. Donc, ça veut dire que l'État devrait être les facilitateurs, puisque, comme on a mentionné, l'État ne pourra pas employer tout le monde. Donc, dans ce cas, ce que l'État devrait faire, c'est de créer des moyens pour que les jeunes aient des emplois. D'accord? Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter à ce sujet? Oui, ce que je voudrais ajouter, c'est que c'est une responsabilité pour le gouvernement tchadien et les autorités de transition en place. Aujourd'hui, il faut dire quelque chose de très clair, même la fonction publique. Aujourd'hui, la fonction publique est bourrée de fonctionnaires fictifs. Il y a des fonctionnaires fictifs, très honnêtement, qui existent à la fonction publique tchadienne aujourd'hui. Vous allez trouver des gens qui ont déjà atteint, comment on appelle, l'âge de retraite qui sillonnent encore à la fonction publique. Il y a plein de choses. La fonction publique, en réalité, n'est pas saturée. Mais il y a un problème de contrôle. Il y a un problème de contrôle. L'État est incapable de bannir ces fonctionnaires fictifs qui existent. Vous allez trouver un fonctionnaire, par exemple, qui émerge dans plusieurs ministères. Et c'est ce que l'État devrait faire. Il faut voir cette situation-là pour permettre de supprimer certaines places inutiles que les gens occupaient à la fonction publique et recruter des jeunes pour propulser ce pays-là dans une situation économique là. Vous allez voir qu'il y a un nombre pléthorique de fonctionnaires, mais le résultat,
hein, en termes de l'économie que génère ce pays-là, n'est pratiquement rien. Et là, c'est un défi que les autorités en place doivent relever. Parce que c'est longtemps, depuis les indépendances, le Tchad ne fait que reculer. Hein, le Tchad n'a pas de main-d'œuvre qualifiée. On donne des places à ceux qui ne le méritent pas. On prend quelqu'un qui n'a pas été formé suffisamment, hein, pour travailler à la part, alors que celui qui a été formé pour dans tel domaine se retrouve tranquillement au quartier en train de jouer aux cartes, en train de faire peut-être des activités qui logiquement ne le concernent pas. Donc, voilà, c'est comme vous venez d'écouter ces jeunes-là, c'est un cri d'alarme envers les autorités. Il faudrait qu'ils prennent ces choses-là au sérieux et qu'il y ait un recrutement, parce qu'il y a des jeunes qui ont été formés, qui sont là, qui ont des talents. Il faut chercher à exploiter ces talents-là, je m'excuse, pour propulser le Tchad encore loin. Je pense qu'il y a un autre point que je voudrais ajouter pour les jeunes. Ça veut dire que si vous décidez d'aller en université, il faut étudier quelque chose qui a des relations avec des opportunités au Tchad. Par exemple, le gars vient de dire qu'il a étudié la philosophie, n'est-ce pas? Donc, oui, c'est pas mauvais d'étudier la philosophie, mais du point de vue d'emploi, si tu veux être employé par une entreprise, il faut regarder les opportunités qui sont là. Est-ce que les diplômes que tu as pourra t'offrir les opportunités? Donc, avant même d'étudier, avant même d'aller aux universités, il faut essayer de voir les opportunités qui sont là au Tchad. Sinon, tu vas perdre beaucoup de temps et tu vas perdre beaucoup d'argent pour rien. Donc, par exemple, nous avons assez de problèmes, n'est-ce pas, au Tchad. Donc, il faut étudier dans un domaine où ça va te permettre de résoudre ces problèmes. Donc, quand on arrive à résoudre ces problèmes, c'est là où tu seras récompensé. Donc, on va continuer avec les manifestations, je pense. Est-ce que tu peux nous parler un peu des manifestations à Faya Largeau? Qu'est-ce qui se passe réellement là-bas? Oui, sans transition, je voudrais un peu faire une explication très brève de ce qui s'est passé à Faya Largeau le jeudi dernier. Vous voyez, il y a un projet d'extension de l'aéroport. Ok. Vas-y. Un projet d'extension de l'aéroport à Faya Largeau. Cette extension consiste donc à élargir l'aéroport. Et vous savez que tout autour de l'aéroport, il y a des habitations. Les gens ont construit, les gens habitent. Et l'État décide du coup dans ce projet-là d'étendre l'aéroport. Ok. Et donc, je crois qu'il y a un rappel, il y a un avis qui a été émis à ces riverains-là de quitter. Mais quand même juridiquement, en termes d'expropriation ou de déguerpissement, nous comprenons la logique. Un terrain que quelqu'un a déjà valorisé, même s'il n'a pas de titre foncier, il y a des procédures. Hein, il y a des procédures qui permettent donc d'exproprier, comment on appelle ces propriétaires, entre guillemets, hein, pour cause d'utilité publique. Maintenant, ces riverains ont été interpellés pour quitter l'endroit. Mais le problème qui pose actuellement n'est pas un refus catégorique à ce projet d'extension ou bien à l'occupation de leur habitation pour l'utilité publique, mais c'est le problème d'indemnisation.
Parce que l'État devrait quand même indemniser ses citoyens avant que l'espace ne soit abandonné à l'État pour son projet. Oui. Malheureusement, un bon matin, un groupe de militaires vient pour faire partir ces populations. Et la population dit, mais non, ça ne doit pas se passer comme ça, même si vous nous renvoyez de nos maisons, quand même donnez-nous de petits moyens pour pouvoir trouver ne serait-ce que de petits lots quelque part et habiter. Mais vous ne pouvez pas venir du coup nous chasser de nos terres. C'est comme ça qu'une manifestation pacifique a été organisée. Mais vous savez, comme la violence est propre aux Tchadiens, il y a eu répression. Mais pourquoi toujours, je ne sais pas, on recourt à la force à chaque fois qu'il y a des gens qui ne sont pas contents, qui manifestent? Ça veut dire on a tendance à recourir à la force. Mais pourquoi cette tendance? Pourquoi pas résoudre les problèmes de manière intelligente? Mais c'est ce que je suis en train de dire, parce que vous savez que nous vivons dans un pays très exceptionnel. Et c'est notre violence-là qui fait écho, qui est devenue en quelque sorte notre bravoure, si vous voulez, à l'international. La violence, quand la population quand une personne est mécontente de quelque chose, le droit qui lui revient constitutionnellement, c'est de s'exprimer par la marche pacifique, qu'on appelle communément la manifestation. Et donc, quand vous essayez de voir, c'est comme si le peuple tchadien n'a plus ce droit de manifestation. Quand il y a manifestation, pour exprimer les mécontentements, c'est qu'on envoie des forces de l'ordre qui répriment, qui tirent à barrière. Et c'est ce qui s'est passé à Fayalange. Les militaires, les policiers, les militaires que vous voyez ont ouvert le feu sur la population. Ils ont tiré à balles réelles sur la population. Et on a fait état donc des morts, plus de 5 morts et des dizaines de blessés. Vous voyez? Et cette manifestation ne prend pas fin encore. Jusqu'à là, la tension est tendue. Le problème, c'est qu'il faudrait que l'État s'assume de manière la plus démocratique. Quand il y a quelque chose, il faut négocier. Malheureusement, l'État tchadien ne connaît pas cet aspect. La négociation n'est pas une qualité pour ce pays-là. Quand il y a un mécontentement que les gens manifestent, c'est la violence qu'on utilise. C'est la violence qu'on met devant. Il faut tirer, il faut tuer. Mais il faudrait qu'ils comprennent que la violence va engendrer la violence. La violence ne va pas résoudre le problème. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, depuis l'indépendance du Tchad, on a fait qu'assister à des situations de rébellion. Il y a des groupes, des tendances, des rebelles partout. C'est à cause de ça, parce que on ne veut pas négocier. On ne veut pas régler le problème de manière intelligible. Voilà un peu ce qui caractérise ce pays dans lequel nous vivons. Et c'est très dangereux. Oui, c'est très dangereux, comme tu l'as dit. J'ai toujours insisté sur le fait qu'on doit d'abord utiliser des moyens intelligents, utiliser le dialogue, d'accord? Donc, les citoyens ont le droit de manifester quand ils sont mécontents, n'est-ce pas? Donc, l'État doit être responsable. Il faut être responsable en ce qui concerne l'usage de force, d'accord? Ce qu'on a vu pendant les manifestations du 20 octobre, c'est toujours la même chose. Il faut utiliser l'intelligence, il faut utiliser les dialogues, le leadership. Le fait de dire que vous allez quand même, comment on appelle,
Ça veut dire on ne peut pas quand même utiliser la violence pour en quelque sorte atténuer la situation, puisque les manifestants ont le droit de manifester, mais ils ont des maisons à côté de l'aéroport, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Mais pourquoi le gouvernement, s'il y a un programme, comment on appelle, de construire un aéroport, mais il doit avoir une procédure. Justement. Oh. Justement. Mais comment ça se passe alors? Je ne comprends pas. Moi, je suis tout à fait... Oui, excusez-moi un peu, je suis enrhumé, de temps en temps, je tousse là. Voilà, comme je disais, c'est un aéroport. Vous savez, dans la plupart des cas, quand il y a un aéroport, c'est quand même en dehors de la ville. Et donc, c'est un peu en dehors de la ville de Faya. Vous voyez? Et donc, comme l'éclatement de la ville, ça fait que il y a une marge quand même, dans tous les cas, il y a une marge d'espace qu'on laisse pour les habitations. Comme vous voyez ici à l'aéroport Hassan Diamou, tout autour, il y a des maisons, il y a des habitations. C'est la même chose là-bas. Et donc, l'État, du coup, a décidé d'étendre encore l'espace de l'aéroport. Donc, vous voyez, ça, c'est un projet. C'est un projet de l'État tchadien. Donc, il y a cet aspect d'utilité, cause d'utilité publique. Là, on est en termes d'expropriation. Dans les procédures pour exproprier quelqu'un d'un terrain, il faudrait que la personne, quand même, ait ce qu'on appelle le titre foncier. Mm-hmm. Mais il y a des circonstances exceptionnelles où quelqu'un ne peut pas avoir le titre foncier, mais quand même, il a valorisé le foncier ou bien le terrain, si vous me permettez le terme. Donc, pour cause d'utilité publique, on peut exproprier ces personnes-là. Vous voyez, on peut exproprier ces personnes-là pour construire quelque chose d'utilité publique. C'est l'exemple de l'aéroport de Faya-Largeau. D'ailleurs, s'il faut le dire, je crois que ce n'est pas aussi urgent. Ce n'est pas aussi urgent. Et voilà ce qui s'est passé. Donc, on devrait prévenir aux habitants, aux riverains, ceux qui habitent tout autour de l'aéroport. On devrait justement les prévenir. Vous voyez? Mm-hmm. On les a prévenus, d'accord. Mais ils ne sont pas contre pour ce projet. Ils ne sont pas contre le projet-là. L'essentiel, c'est de les indemniser pour trouver quand même des outils quelque part, des habitations quelque part. Mais ce qui n'a pas été le cas. C'est normal, ce n'est que normal. D'accord? Voilà. Vous ne pouvez pas quand même chasser les gens comme ça sans une procédure quelconque, puisque c'est complètement de l'anarchie. Alors, ce n'est pas de cette façon que l'État fonctionne. Il y a des règles qu'il faut suivre quand il s'agit d'un grand projet. D'accord? Donc, regardez, c'est vraiment, c'est de la cruauté inadmissible. Et voilà que on ouvre, on tire à balles réelles sur la population qui a fait des victimes. Et là, aucune autorité ne s'est prononcée par rapport à cette situation. C'est ce qui énerve. Vous voyez? Oui, oui. Quand il y a des incidents comme ça, il faudrait se prononcer. Il faudrait que les autorités en charge, qui ont cette responsabilité-là, d'assurer la sécurité, quand même disent quelque chose par rapport au cas de mort qu'on a assisté. Qui est le gouverneur là-bas? Bon, le gouverneur de Faya-Largeau, je n'ai pas une idée par rapport à son nom, mais il est là. Tout ce qui se passe sous ses yeux. Ils n'ont pas compati quelque chose. Ils n'ont pas compati avec les parents des victimes. Jusqu'à présent. Vous trouvez qu'on est dans un pays
hein, responsables quand même. Mais Quand il y a les pas leaders, de- les soi-disant leaders, ceux qui sont supposés avoir l'autorité de l'État, mais pourquoi pas ils ne démontrent pas le leadership? Ça veut dire, leadership, c'est pas facile. Ça veut dire, vous êtes responsable des citoyens, d'accord? Et vous devriez travailler pour ces citoyens, n'est-ce pas? Donc, leadership, c'est pas donné à n'importe qui. Il faudrait avoir le leadership d'écouter ce que les gens disent et puis trouver des solutions à l'amiable. Mais toujours utiliser la force quand les citoyens ne sont pas contents, cela va causer un cycle et ça ne va pas marcher. Justement. D'accord? Vous voyez, les gens, il faudrait qu'ils comprennent quelque chose. Quand vous utilisez la force, la violence, à chaque fois, tu seras victime de la violence. D'accord? Donc, il faudrait qu'on arrive à surmonter cette mentalité de dominer les gens avec les armes, avec la force. Ce n'est pas de cette façon qu'on peut construire un pays. Il faut utiliser les pouvoirs de l'intelligence, les pouvoirs du leadership, les pouvoirs du dialogue pour résoudre ces problèmes. Mais quand les gens ne sont pas contents, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas quand même sujeter les gens avec la violence. Ça ne va pas marcher, ça va donner toujours des résultats négatifs. Et pour cette raison que ça va créer des rébellions. Vous voyez? Et donc, on va aller avec le même cycle, le cycle vicieux. Donc, il faudrait que le leadership devrait d'abord parler du dialogue. D'accord? Il ne faut jamais utiliser la force contre la population. Ça ne va pas vraiment vous avantager. Et donc, à propos de ce qui se passe au pays, vous voyez pas plus tard, avant-hier, l'ambassadeur des États-Unis s'est prononcé. Et cet ambassadeur, sur quel sujet? sur tout ce qui se passe, hein, comme des situations de sécurité au pays. Donc, l'ambassadeur disait qu'il refuse. Il refuse, il dit, je refuse. Nous refusons le fait que le Tchad est dominé par les hommes armés. Vas-y. Voilà. Vas-y. Voilà, alors que le Tchad a des peuples talentueux, a des potentialités économiques qui doivent permettre à ce pays-là d'évoluer. Malheureusement, le Tchad est dominé par des armes. Il est temps qu'il y ait la démocratie complète. Parce que sans qu'il y ait cette démocratie, c'est difficile à ce pays-là de progresser économiquement. Et qu'il regrette parce que le Tchad a des potentialités économiques aujourd'hui. Mais le problème, il faut se poser cette question. Est-ce que ces gens qui sont au pouvoir pourront même établir une démocratie réelle? C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'ils sont capables d'instaurer une démocratie réelle? C'est ça la question qu'il faut se poser. Je pense que les gens sont incapables. D'accord? Ils sont incapables de trouver des solutions à des petits problèmes. D'accord? Ouais. Et comment imaginez-vous qu'ils vont trouver des solutions à des problèmes qui sont de grande taille? Justement, c'est ça ce qui est fondamental, parce qu'on dit la démocratie, c'est quoi? C'est le pouvoir du peuple. C'est le peuple qui exprime, qui exerce ce pouvoir-là. Malheureusement, au Tchad, c'est tout le contraire. Parce que on se rend compte que le Tchad est toujours dominé par l'armée, par des groupes des hommes armés. Mais je pense que il y a
ça veut dire le fait que les gens qui sont au pouvoir ont des armes, ou ce sont des armées, cela ne veut pas dire que on doit avoir cette situation, d'accord? Donc, moi aussi, je maintiens qu'il y a des pays qui ne sont pas démocratiques, d'accord? À travers le monde. Mais toujours est-il que ces pays sont avancés dans beaucoup de domaines, sont développés, d'accord? Donc, le fait d'avoir un système unique, cela ne veut pas dire que cela ne veut pas dire qu'on ne va pas être développé. Il y a des pays qui ont un système unique depuis longtemps, mais ils ont quand même arrivé à développer leur pays. D'accord? Oui, mais c'est très rare d'avoir un pays où les gens. Ceux qui sont au pouvoir, ils parlent seulement le langage de la force. C'est ça. Mais c'est ça le problème. Pourquoi utiliser? Ça veut dire qu'on devrait arriver à aimer entre nous. Les Tchadiens, ça veut dire qu'on n'a pas le respect envers nous-mêmes. C'est ça la question. Tu vois? La question que je me pose, est-ce que nous, les Tchadiens, on a le respect ou l'amour envers nous-mêmes? Tu vois? Je pense que c'est ça ce qui manque. Mais tant qu'on ne respecte pas notre concitoyen, d'accord, on ne sera pas respecté par le monde. Justement. Tu vois, moi, j'étais vraiment furieux quand le président de transition était venu aux États-Unis, puisqu'on était là-bas pour aller le visiter. C'est-à-dire qu'on veut le dialogue, on veut la réconciliation. Moi, je suis sincère dans cette dynamique, d'accord? Donc, pour cette raison que je suis allé pour le rencontrer, d'accord? Pour le supporter dans le sens du dialogue, dans le sens de la réconciliation réelle. Mais malheureusement, les gens étaient là pour des jours, de 5 jours, mais malheureusement, il n'a même pas le courage de venir, de dire, de saluer les gens. Puisqu'il y a des Tchadiens qui sont là depuis 5-6 jours, qui étaient à l'hôtel, mais lui, il n'avait pas le courage, d'accord, de venir dire, le saluer. Mais alors qu'il a tout le temps pour les Blancs, vous voyez, pour le soi-disant d'autres dirigeants. Mais c'est ça la question fondamentale, d'accord? Est-ce qu'on arrive à nous respecter nous-mêmes? D'accord? Si on n'arrive pas à nous respecter nous-mêmes, comment expecter que les autres pays vont nous respecter? D'abord, on doit commencer par le respect de soi et l'amour de soi. Il faudra qu'on arrive à cultiver ça. On arrive à respecter l'autre avec nos différences. Nous avons des ethnies différentes, d'accord? Nous avons des cultures différentes à certains points. Mais nous devons respecter cela. Au moins, minimum de respect entre nous. D'accord? Si moi, je ne te respecte pas, comment imaginer qu'un Américain va vous respecter? Oui? Donc, il faut cultiver le respect de soi, le respect entre les Tchadiens nous-mêmes. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut nous valoriser. C'est ça qui est important. D'accord? Il faut donner des valeurs à nos concitoyens. D'accord? Au lieu de toujours de penser qu'il faut dominer, au lieu d'avoir l'idée de domination, mais plutôt il faut créer les sentiments de respect, d'accord, mutuel. Tant qu'on n'a pas le respect mutuel entre nous, on aura toujours des problèmes. Puisque c'est chaque jour. Moi, je suis tellement fatigué de ça, tu vois. Chaque jour, on a des problèmes. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont supérieurs aux autres. Il y a des gens qui pensent qu'il faudrait utiliser la force pour résoudre les problèmes. D'accord? Il faut qu'on arrête ça. Il faut utiliser la force de l'intelligence, la force du dialogue, le respect de nos concitoyens. D'accord? Il faut nous valoriser nous-mêmes. Si vous voulez que les autres pays nous respectent,
il faudrait qu'on arrive à nous valoriser nous-mêmes. Et pour faire ça, il faut respecter votre cousin, votre voisin, qui n'est pas de votre ethnie. D'accord? Arrivons à quand même un peu un respect mutuel entre nous. C'est essentiel pour la paix, pour la réconciliation. D'accord? Mais le fait d'utiliser la force pour résoudre le problème, cela va causer un cycle vicieux. D'accord? Il faut qu'on arrive à changer les mentalités. Vas-y. Voilà, donc c'est ce qui aujourd'hui retarde le pays, hein. C'est tout ce que nous venons de dire. Parce que lorsque le peuple n'arrive pas à exprimer librement ses mécontentements pour que les choses changent de manière à faire avancer le pays, on étouffe ce peuple-là par la force. Vous voyez, ça, quand la violence est fréquente dans la société, vous voyez, ça verrouille toutes les pistes donc, du développement possible. Aujourd'hui, quelqu'un, par exemple, il y a des gens des cerveaux qui ont des possibilités, des potentialités intellectuelles pour créer des choses dans ce pays, ne peuvent plus vivre ici au pays aujourd'hui. Ils fuient pour aller trouver l'Eldorado ailleurs. Hein? Ils préfèrent aller ailleurs, offrir leurs compétences. Vous voyez, ça, c'est un problème. Nous avons des Tchadiens qui ont des potentialités aujourd'hui, ils sont en train de travailler dans des organisations ailleurs, ils sont en train de travailler dans des entreprises ailleurs. Ça, c'est un manque à gagner pour ce pays. Mais si seulement Tchad, qu'il y a la stabilité politique, qu'il y a la sécurité, qu'on ne tue pas comme on tue les animaux, je crois que vous allez voir, il y aura des main-d'œuvre qualifiées, des gens compétents. Il y a des compétences tchadiennes qui à un niveau ça revient à ce que je viens de dire. D'accord? Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a les manques de l'amour de soi. Il y a des manques de respect de soi. Puisque les Tchadiens sont vraiment des gens qui sont vraiment mesquins, je veux le dire. D'accord? Ça veut dire ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. D'accord? Il faut avoir confiance en soi. C'est important. D'accord? Il faut valoriser notre culture. Il faut valoriser l'identité tchadienne. D'accord? C'est ça qui est important. C'est-à-dire, je pense que la fierté, est-ce qu'on a une fierté nationale? D'accord? À moins que je suis ignorant, mais est-ce qu'il y a une fierté nationale? Est-ce que les Tchadiens, quand ils vont dans d'autres pays, ils se disent, je suis fier d'être Tchadien? D'accord? Donc, il faut cultiver cela. D'accord? Puisque tous ces problèmes, ça émane du fait que nous, on ne nous valorise pas. Nous, on n'est pas valorisés. D'accord? Quand tu n'es pas valorisé, les résultats sont vraiment négatifs. On les voit à chaque fois. Encore, on va continuer. Encore. On va parler. Ok, là, Kylian Mbappé, vas-y. Oui, pour le dernier point, c'est par rapport aux visites effectuées par le joueur, la star du football français. C'est un joueur de l'équipe de PSG. Il est aussi dans l'équipe à l'aéroport international de la France, Kylian Mbappé, au Cameroun. Donc, c'était depuis jeudi qu'il a entamé cette visite dans sa terre natale. Bon, il n'est pas né au Cameroun, mais ce sont ses parents. Son papa se trouve du nom Wilfried Mbappé, qui est né à Déballé, au Cameroun, dans une ville camerounaise.
Kylian Mbappé est venu sur les traces de ses parents pour visiter les familles. Et vous voyez dans cette déclaration, il a été très bien accueilli au Cameroun. Donc ça, pour mentionner quelque chose, c'est-à-dire les Camerounais sont fiers. D'accord? C'est ça la fierté que je parle. Ils sont fiers d'avoir un joueur qui est meilleur sur le point international. D'accord? Donc, nous devrions valoriser nos acteurs. Nous devons valoriser nos joueurs. D'accord? Nos artistes. C'est là que la fierté. Vas-y. Justement. Donc, comme vous voyez, cette mobilisation, c'est hors norme. Même le président de la République n'a jamais été accueilli de la sorte. Le fils prodige, on l'appelle, hein, du Cameroun est arrivé. Et c'est une joie très immense de toute la population camerounaise. L'accueil était chaleureux. D'abord, était chaleureux à Yaoundé. Quand il est descendu de l'aéroport, il y a des groupes traditionnels de danse et folklorique qui arboraient des chants avec le nom de Mbappé pour le souhaiter la bienvenue dans le pays des lions indomptables. Vous voyez, c'est quelqu'un aussi de très humble. Il a été accueilli, après il a fait une visite dans des écoles de sourds. C'est une école qui est d'abord financée depuis longtemps par une association dénommée Inspirit by Mbappé Client, c'est-à-dire IBK. Ces écoles-là, lui, il investit depuis des années dans ces écoles. Après Douala, après Yaoundé, il est descendu à Douala. Et de Douala, il est parti effectivement dans son village natal, village dans une île appelée Djebale. Donc c'est là où son père était né et c'est là où son père a quitté à très jeune âge pour se rendre en Europe. Parce que vous savez que le père Mbappé, William Wilfried, aussi est un joueur, hein, très renommé aussi, qui a fini par être un éducateur, ouvert une école aussi de foot. Il est fini par enseigner dans cette école de foot, cette même école qui a aussi formé son fils. Kylian Mbappé est... Ok, je pense que ça... Anthony, tu m'arrives à m'entendre? Je pense que ta vidéo est figée. Hein? Ok, on va entendre Anthony pour qu'il... on a toujours un problème d'Internet encore. Mobilisé ici au bas de la passerelle. Il va ensuite serrer tendrement sa grand-mère avant de retrouver à l'extérieur une foule immense de fans, avides de le voir de près. Donc l'engouement avec lequel les Camerounais accueillent Mbappé est d'une certaine dimension. Et vous voyez qu'il s'est exprimé à travers sa visite. Il était très content, il a exprimé sa joie. Les gens lui ont montré comment les Camerounais sont hospitaliers, comment les Camerounais sont contents d'avoir un fils prodige qui est champion du monde, qui est champion de Ballon d'Or. Vous voyez, c'est une joie immense pour les Camerounais. Et l'accueil nous fait comprendre que Kylian Mbappé a fini dans son village Djebale,
chacun a reçu 150 000 francs CFA en guise de reconnaissance pour cette mobilisation. Donc, chaque villageois hein, djébalier, ou bien chaque djébalois a au moins 150 000. Vous trouvez que c'est énorme. Et cela démontre combien de sa générosité envers ses parents. Oui, il est fier de son pays. Il est fier de son origine. C'est ça les mots clés que je voudrais annoncer. La fierté, voilà. Il faut cultiver la fierté. Voilà. Surtout la fierté tchadienne. Tous les Africains, voilà, tous les Africains croient que c'est sa première fois d'arriver à sa terre natale. Mais Mbappé a fait une révélation selon laquelle il était venu une fois quand il était petit à Djébali. Vous voyez, il était inaperçu parce qu'il était trop petit quand il venait. Il exprimait voilà, ses sentiments, un rattachement à son origine. Donc, il est fier et ça fait aussi une fierté nationale. Donc, vous voyez, c'est l'exemple que certains États africains doivent faire. Il faut aussi encourager les talents. Oui, pour finir, donc, pour finir, c'est-à-dire, le thème, c'est la fierté. D'accord? Tout ce que tu viens d'expliquer, ça nous démontre que les Camerounais sont fiers de ce succès. D'accord? Ils sont fiers, un de leurs est devenu le champion du monde. D'accord? Donc, il faut créer la fierté. C'est ça qui est essentiel. Donc, je voudrais donner un conseil au président de la transition. S'il veut vraiment être aimé par le peuple, oui, il faut cultiver cette fierté entre les Tchadiens. Supposez, vous allez dans un pays comme la Turquie, l'Amérique, la France. Si vous descendez, votre agenda devrait être la première chose que vous devez faire, c'est de rencontrer les Tchadiens qui sont là. C'est-à-dire, cela va être la priorité. D'accord? Ça aussi, ça signale aux autres diplomates et tout, que vous mettez les Tchadiens au-dessus de tout le monde. D'accord? C'est comme ça qu'il faut cultiver la fierté. Mais il ne faut pas que les Tchadiens deviennent les derniers à te recevoir. Mais pour quelle raison? Pourquoi alors? Oui? Donc, si vous allez dans un pays comme les États-Unis, la France, où il y a une grande majorité tchadienne, la première chose que vous deviez faire, c'est de rencontrer les Tchadiens. Cela va créer un sentiment de fierté. D'accord? Donc, de cette façon qu'on peut cultiver la fierté. Même si les Tchadiens sont toujours au dernier moment, mais qu'est-ce que cela même nous explique? Cela dit que nous ne sommes pas valorisés. Vous voyez? Donc, il faut cultiver la fierté entre les Tchadiens. Le respect, l'amour, c'est essentiel. Anthony, tu m'avais entendu, je pensais que tu étais figé, la vidéo là. Ok, donc si tu as des derniers mots, on va conclure. Hein? Oui, c'est bon pour aujourd'hui. Ok. Si vous pouvez conclure. Donc, merci à tout le monde. Donc, on va clôturer pour aujourd'hui. Bani na rokubani, na bonune imuri e Canada.